Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Nicoletta Fotiade, présidente de MediaWise Society, association spécialisée dans l'éducation aux médias. C'est la seconde fois que nous la recevons ici et notre premier échange date d'il y a à peu près 2 ans. Donc, il était temps de reprendre le cours de notre discussion. Nicoletta Fotiade, bonsoir. Bonsoir. Alors précisément, lors de notre premier entretien, je me souviens que vous aviez insisté sur le fait que l'éducation aux médias ne concernait pas seulement les réseaux sociaux, mais l'ensemble de l'espace médiatique, des plateformes telles que Netflix incluses, par exemple. Et en y repensant, je me dis qu'au-delà des techniques de discernement que vous donnez aux gens qui le souhaitent, et de montrer comment bien s'informer et se distraire, votre action implique aussi peut-être, sans doute, vous allez nous le dire, implique de disséminer une façon de vivre au mieux son quotidien et son temps, non ? Oui, tout à fait. Ça, c'est parce que les médias sont partie de notre vie. Et pas seulement les médias numériques, aussi les médias traditionnels. Les affichages sur la rue sont des médias qu'on voit. C'est ça aussi l'éducation aux médias. Tous les jours, oui. Tout ce qui est visuel. Ouais. Tout ce qui est visuel et auditif et aussi auditif et texte et tout ça. Mais les médias sont partie de notre vie sociale, culturelle, personnelle. Nous faisons beaucoup de choses avec les médias, pas justement s'informer. Et donc, notre approche de formation, par exemple, c'est de part de là. De cette idée que les médias ont des implications, des implications sur notre vie, sur nos décisions, sur aussi des implications psychologiques, je dirais. Est-ce que ça, c'est propre à MediaWise, votre association ? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je pensais que l'éducation aux médias, la façon dont on la présente, c'était un peu plus restreint. Est-ce que ça je ne sais pas si ça vient de vous, mais cette vision très large, est-ce que c'est une spécificité MediaWise ? En Roumanie, peut-être. Dans la communauté internationale, non. On a appris dans des années de travail avec des éducateurs médias et profs de la France, de Belgique, de l'Amérique, de l'Europe en général. Et c'est toujours la communauté des éducateurs médias et moins la communauté des politiciens ou, je ne sais pas, les personnes qui font les décisions dans les gouvernements et tout ça. Ouais. Et donc, pour revenir à ce que je vous posais comme question, donc c'est vraiment, vous parlez d'éventuellement la collaboration de psychologues, c'est mieux vivre au quotidien avec tout ce qui nous entoure, en fait. C'est ça. Oui, parce que c'est pas seulement... on n'apprend pas seulement à distinguer entre des contenus vrais ou faux. Voilà, c'est pas simplement ça l'éducation média. C'est plus complexe que ça. Non? Il est important de comprendre, par exemple, pourquoi on utilise tel ou tel média, pourquoi je ne sais pas, nous acceptons la crédibilité d'un contenu ou pas. Une partie très importante de notre formation des professeurs MediaWise est de se concentrer sur comment utiliser les dispositifs numériques pour le bien-être. Et ça doit rester, pardon, excusez-moi, je vous coupe, ça doit être quand même une partie principale, non, par rapport à... Vous parliez des affiches dans la rue, mais
Les réseaux sociaux, on va en parler évidemment, voilà, la dynamique des algorithmes, etc. C'est quand même, j'imagine que votre focus, il est beaucoup là-dessus, même si... Oui, bien sûr, parce que c'est ça, l'usage des médias, se concentre sur c'est principalement dans le milieu numérique, dans les réseaux sociaux. Et parce qu'on travaille avec des profs et des bibliothécaires qui travaillent à leur tour avec des enfants et des jeunes gens. Ça, c'est l'objet de notre étude. Et quand je dis le bien-être, c'est pas justement l'idée de pratiquer l'esprit critique pendant qu'on est en ligne. Ça, c'est aussi... mais aussi en comprendre une discipline qu'on doit avoir quand on utilise, par exemple, le smartphone ou le laptop. Parce que la technologie numérique est venue très, très rapide dans notre vie. Ça nous a apporté beaucoup de désavantages. On peut organiser notre vacances en ligne maintenant. On peut communiquer avec des gens, je ne sais pas, en Afrique, en Asie, comme ça, sans payer trop d'argent. Mais aussi, la technologie numérique nous a donné cette possibilité de faire beaucoup de choses. Et ça peut avoir un impact psychologique parfois sur trop, nous. ouais. On va en parler. Alors précisément, vous parlez du smartphone. Il y a un autre aspect de votre discours dont je me rappelle, c'est que vous étiez quand même plutôt optimiste vis-à-vis des nouvelles technologies de l'information, au moment où, ces derniers temps, de nombreux pays ont interdit ou recommandé d'interdire les smartphones dans les collèges et les lycées. Par exemple, je crois que le lycée Anna de Noailles, le lycée français Anna de Noailles de Bucarest, d'après ce que je me rappelle de ma conversation avec le proviseur du lycée, il y a une interdiction des smartphones. Est-ce que selon vous, c'est la bonne approche ? Tout d'abord, je dirais que je ne suis pas tout à fait optimiste, mais plutôt réaliste. D'accord. Parce qu'on a dit que les nouvelles technologies, elles sont là. Elles sont en réalité dans notre vie et dans la vie de nos enfants et jeunes gens. Nous les utilisons beaucoup, c'est une réalité sociale, culturelle. Si on interdit les smartphones, on interdit l'objet d'études, si vous voulez. Ouais. Parce que le smartphone, c'est l'outil qui facilite beaucoup de notre interaction dans le milieu numérique. Et si on prétend à l'école que le smartphone n'existe pas, et on n'apprend pas comment l'utiliser dans notre bénéfice, pour notre bien-être, les enfants et les jeunes gens ils vont utiliser le smartphone comme ça. Mais pour bien étudier les mathématiques, l'histoire, la géographie, peut-être que, et précisément, prendre le temps d'attention que le smartphone a tendance à prendre, peut-être que le mettre de côté, c'est pas une mauvaise idée non plus. Non, bien sûr que non. C'est l'idée de mettre le smartphone au côté et de l'interdire dans l'école. Je pense que il y a une différence là-bas. Par exemple, on essaie avec notre prof de les enseigner comment utiliser le smartphone sur la table dans la discipline qu'il enseigne. Parce que il y a des études qui ont dit que les enfants, les élèves, ils participent plus s'ils utilisent l'outil qu'ils utilisent beaucoup. C'est-à-dire ils ne participent plus du tout s'il n'y a pas l'outil qu'ils utilisent tout le temps. C'est ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire non, donc... davantage, vous le direz. Davantage. Davantage s'ils utilisent avec... Par exemple, s'ils apprennent avec l'outil. La classe d'histoire.
On veut apprendre sur, je ne sais pas, l'histoire ancienne. Et donc, on veut documenter la Rome antique. On a beaucoup de sources sur Wikipédia et tout ça. Et c'est le moment que le professeur peut enseigner sur les sources d'informations crédibles. C'est le moment qu'il peut enseigner comment interroger la crédibilité des informations, quelles plateformes sont plus crédibles ou pas, et tout ça. Et c'est plus facile avec le smartphone si les élèves essayent de trouver ça. Par exemple, un autre exemple que je fais avec les ateliers des jeunes, je les demande de trouver une post sur leurs réseaux sociaux favoris qui ils pensent que ce n'est pas tout à fait crédible. Et on essaye avec ce post qu'ils ont trouvé sur leur wall demander les questions qui m'aident à comprendre si ce post est crédible ou est véritable ou pas, et pourquoi pas, et pourquoi non, pourquoi est-ce que je veux le distribuer, et pourquoi, et donc cette interrogation et introspection, c'est très important. Parce qu'après, ils vont le faire eux-mêmes quand ils seront tout seuls face à leur smartphone. La motivation d'utiliser ce qu'on apprend à l'école, c'est très important. Si on dit le smartphone n'est pas bon, je peux comprendre ça. Si on veut, je ne sais pas, enseigner mathématiques ou des choses qui sont un peu plus complexes, et peut-être le smartphone nous distrait, c'est une distraction de l'attention. Oui, je comprends ça. Mais je crains qu'on généralise beaucoup, qu'on prend des décisions très radicales, standards, qui est très simple, qui simplifie une situation qui est très, très complexe et a beaucoup d'implications dans la vie des élèves. J'étais en train de penser en vous écoutant que, par exemple, maintenant vous savez évidemment que sur Google, quand vous faites une recherche, tout de suite vous avez un résumé par l'intelligence artificielle de votre recherche. Et en fait, c'est par exemple, dire aux jeunes, non, ne va pas regarder directement ce résumé, cherche le lien, descend et cherche le lien spécifique et la source qui, au lieu de prendre la facilité du résumé, par exemple. Je disais, c'est un bon moment pour le professeur qui a des compétences médias, de faire faire attention et apprendre comment trouver les informations crédibles en ligne. Je m'excuse. Je disais aussi sur le bien-être. On enseigne, quand on a les cours de formation avec notre professeur MediaWise, l'une des choses qu'on enseigne, c'est cette idée de notre attention qui est distrait beaucoup de choses en ligne et par le smartphone. Et l'idée, c'est de leur aider, intégrer ça dans leur enseignement avec les élèves. Et quand l'élève comprend qu'il y a des trous, pas des trous... du temps... capcane. Quand il y a des pièges. Des pièges, merci beaucoup. Quand il y a des pièges de l'attention, les notifications, par exemple, l'élève essaye de comprendre quelles sont les raisons de distraire son attention quand ils sont en fait, c'est reprendre qui sont en contrôle.
qui reprennent le contrôle de tous ces objets-là. Autonomie d'utilisateur qu'on essaie d'apprendre. D'accord. Voilà. Alors, je vois sur votre site, qui est très bien fait, que MediaWise, votre organisation, organise des cours et des ateliers pour les élèves, les enseignants et les parents également. Est-ce que vous êtes aussi en lien avec, plus largement avec des structures privées, publiques, pour que ces formations qui touchent tout le monde puissent être accessibles, pas simplement au milieu éducatif, mais j'imagine que vous avez d'autres demandes, non, peut-être? Ou alors est-ce en projet, je ne sais pas. Oui, on a, je disais, on est dans des consortiums partenariats européens. Et ça, c'est une bonne opportunité pour nous de développer des ressources éducationnelles, de la formation, de tester, d'apprendre aussi tout le temps, parce que les médias sont très dynamiques, les changements viennent chaque année, et donc c'est bien d'échanger avec cette organisation et institution de l'Europe plutôt, et puis on travaille aussi avec des éducateurs de l'Afrique, de l'Amérique, un peu moins avec l'Asie, et ça c'est parce que nous sommes aussi les fondateurs de cette association des professionnels qui s'appelle l'Association internationale d'éducation aux médias, qui est la base de cette association. Pardon. C'est en Belgique, à Bruxelles. Et ça nous donne une plateforme d'échange. Et puis en Roumanie, on essaye de travailler avec les institutions publiques. Par exemple, maintenant, on est dans un projet européen avec le ministère de l'Éducation et le Conseil national de l'audiovisuel comme partenaires associés. Et c'est très bien de faire ça parce que cette institution publique nous aide à trouver, à avoir plus d'impact avec notre expertise, avec notre formation et les ressources. Et je veux finalement, mais pas, mentionner aussi un partenariat stratégique avec la Fondation Orange, ici à Bucarest, qui ont pris le risque peut-être de nous soutenir à développer MediaWise Teacher, qui est un programme plus qu'éducation aux médias. C'est plutôt enseigner les profs comment enseigner l'éducation aux médias, mais aussi c'est un programme qui les aide à réfléchir beaucoup leur même consommation et usage des médias, voir la perspective des autres, exercer... Pour les enseignants exclusivement? Pour les enseignants? Pour le moment, oui, et plutôt pour les enseignants de primaire et secondaire. Oui, pour le collège. Collège, voilà. Merci. Parce que on a pu vu que au lycée, on a fait beaucoup de choses et il y a d'autres organisations. Il faut commencer plus tôt. Il faut commencer plus tôt. Et bon, c'est plus, je sais pas, j'espère que c'est plus constructif comme ça. Et bon, dès l'année prochaine, on essaye de travailler aussi avec les Casa Corpus Didactic, je ne sais pas en français. Des maisons de, je sais pas, d'apprentissage didactique. Pour les profs, c'est une formation, c'est l'endroit où les profs font la formation continue. Et ça peut être très bien pour aller dans tout pays avec la formation MediaWise. D'accord. Alors, Nicoletta Fotiade, je vous propose qu'on prenne encore plus de recul. Et je vais vous poser une question qui suit ce que vous venez de dire, en fait, un questionnement que je vous avais déjà exposé lors de notre premier échange.
je comprends votre discours nuancé et réaliste, mais ne trouvez-vous pas toutefois que toute cette éducation aux médias que nous nous imposons aurait pu être échelonnée, mieux intégrée et surtout mieux choisie si nous avions, chacun de nous, journalistes inclus, pris le temps de faire un pas de côté, de nous demander si nous avons réellement besoin de tel ou tel moyen de communication. J'ai pour ma part toujours l'impression que nous nous sommes pliés à des offres numériques venant principalement des États-Unis sans évaluer suffisamment au préalable si elles étaient véritablement bonnes pour notre bien-être, tout simplement. Ça, c'est une question philosophique très importante, bien sûr. C'est comme ça, la technologie numérique et les plateformes en ligne ou l'intelligence artificielle, comme je disais avant, ils sont là et ils viennent chez nous, vers nous, dans un rythme très, très rapide. Et ils nous offrent, les technologies numériques nous offrent beaucoup de bénéfices, des avantages. Et donc, elles facilitent de nombreuses situations que on veut prendre l'opportunité, non? Par exemple, à MediaWise, on a cet exercice de comprendre comment la technologie numérique nous a changé notre vie dans les 10 pendant 10 ans. Et on fait ça du point de vue de Marshall McLuhan, qui a dit que la technologie... Qui pardon? Ça, c'est un chercheur canadien, Marshall McLuhan, qui a dit Medium is the message. Et son idée, c'est que une nouvelle technologie comme par exemple l'électricité, ça a des implications sur notre vie personnelle, professionnelle, de famille et tout ça. On pouvait rester plus tard parce qu'on a eu l'électricité, par exemple. Avec le smartphone ou l'intelligence artificielle et tout ça, on a notre vie s'est changée beaucoup. On voyage beaucoup avec ça. Et notre rythme est changé, est plus rapide si on pense à le travail qu'on fait. Et tout ça. Donc, et précisément, est-ce que vous pensez, quand vous réfléchissez à ces questions-là, des fois vous dites enfin, peut-être qu'on aurait pu être un peu plus vigilant et prendre les choses petit à petit? Je ne sais pas si vigilant, c'est un bon mot pour comprendre et être, je ne sais pas, attentif à ce qui l'entoure. C'est le bout de l'éducation en général. Non? L'idée, c'est que cette technologie, elle répond à des besoins d'utilisateurs. Et on ne peut pas... Est-ce que véritablement, c'est répondre à des besoins ou plutôt assouvir des désirs créés de toutes pièces? Ça aussi. Des besoins, des désirs. Sinon, les gens, on dirait, je n'ai pas, je sais pas, je veux pas, j'ai pas besoin de ça. Quand vous dites, je sais que vous êtes en lien avec des psychothérapeutes et des pédiatres. En tout cas, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que il y a, et je le vois aussi, notamment à la faculté de journalisme à Bucarest, que chez les jeunes, il y a quand même, il peut y avoir en tout cas des conditions d'état de prédépression, précisément parce que les réseaux sociaux génèrent des effets de dopamine qui font que, voilà, il y a vraiment un risque par rapport
je dirais, aux techniques précédentes, que ce soit la télévision ou autre. Là, il y a des algorithmes, et je vous apprends rien, qui sont faits pour qu'on reste toujours plus longtemps sur les ondes. Et les plus vulnérables, les jeunes, c'est pour ça que votre métier est très important. Il faut qu'ils reprennent le contrôle de ça, mais on a l'impression, j'aimerais dire qu'il faut que MediaWise, il y a beaucoup de travail parce que on est déjà rentré peut-être dans une phase où, j'espère que c'est pas trop tard, mais en tout cas, il y a quand même je dirais, on pourrait se dire que voilà, la déconnexion est aujourd'hui assez essentielle pour justement prévenir ces états de pré-dépression. Je le disais par exemple en Allemagne qu'il y avait la moitié des adolescents qui se sentaient pas bien, quoi. Enfin... On dit en roman niciodată nu e prea târziu. Jamais, il n'est jamais trop tard, oui. N'est trop tard. Oui, je connais toute cette réalité. Je dirais que je m'excuse. Je dirais là que c'est important de ne pas généraliser l'usage des réseaux sociaux parce qu'il y a des études qui nous disent qu'il y a des usages différents qui amènent des différents désirs ou besoins, comme par exemple, comme vous disiez, le besoin d'éviter, je ne sais pas, faire des choses dans la vie personnelle. Je préfère de rester... Oui, c'est plus facile, oui, voilà. Oui, mais aussi il y a des situations quand des gens qui sont plus timides dans des... Ça leur permet d'être connectés socialement. Voilà. Voilà. Donc, je pense, et c'est pas seulement moi, c'est votre expérience. c'est que si on dit que les réseaux sociaux sont à interdire. À blâmer. Non, oui, blâmer, oui. Blâmer oui. pour notre santé psychique. On ne va pas résoudre un problème. Je pense que c'est mieux de comprendre la situation et par observer tous les facteurs qui... amène notre jeune et aussi les adultes sur les réseaux sociaux et pourquoi ils restent là. Et c'est pour ça que je disais que notre programme insiste beaucoup pour réfléchir sur notre usage personnel. Pourquoi on reste là? Pourquoi on fait ça? Pourquoi... je préfère ça ou l'autre contenu ou pratique. Il est bien pour moi ou pas. Ça m'aide ou pas. C'est très important de bien connaître ces questions-là. Et aussi, c'est très bien pour l'école, la famille, de comprendre peut-être avec l'aide d'un professionnel, pourquoi cette dépression monte, non? Je ne sais pas, c'est important si on a interdit les réseaux sociaux, je pense que ça peut être une solution, mais je crains que non. Je comprends votre réalisme et vous avez raison, ils sont là et il faut essayer de les gérer au mieux. Oui, mais mon but, c'est d'être constructif. Exactement. Par exemple, je me souvenais, je m'excuse, sur la discussion de smartphone, j'ai vu récemment qu'en France, par exemple, Bayam, vous connaissez Bayam, c'est un éditeur qui fait beaucoup de... Bayard. Oui, Bayard, oui. Je m'excuse. Ils ont fait, j'ai mon permis smartphone. C'est un comment dire, un guide, si vous voulez, d'apprendre. C'est pour les profs et c'est pour les profs qui enseignent les enfants dès 9 ans. Et ça... Il dit que apprenez à vos élèves à utiliser intelligemment leur futur téléphone. Comprendre les technologies, maîtriser son temps d'écran, protéger son image et ses données.
m'ont permis parfois le site pour enseigner à vos élèves les bons réflexes sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, je pense que ça, c'est plus constructif au point de vue de... Que l'interdiction, oui. Que l'interdiction, oui. Simple. Est-ce que vous préconisez l'ennui? C'est-à-dire que est-ce que vous préconisez dans la gestion du smartphone ce temps où, on ne parle pas d'interdiction, mais de dire à l'enfant, même à l'enseignant ou aux parents, voilà, là c'est un moment où on va être déconnecté et c'est important parce que, et là je suppose que je ne vous apprends rien non plus, les neurologues le disent, il est important pour le cerveau qui reste en mode, ils appellent ça je crois stand-by, c'est-à-dire que c'est quand précisément on a cette sensation d'ennui, on ne fait rien, on n'est pas connecté, que des connexions se font et que des éléments du subconscient peuvent éventuellement arriver au mode conscient. C'est pour ça que quand on dit la nuit porte conseil ou quand on va faire une balade sans but particulier, sans être connecté, des idées émergent. Tiens donc, c'est pas par hasard, c'est parce que précisément on a laissé, c'est un petit peu, on a fait du bien au cerveau pour le. Est-ce que ça vous l'enseignez pour qu'il se régénère un petit peu? Est-ce que vous l'enseignez ça? Oui, bien sûr. Le temps du rien. Oui, bien sûr. Je pense que c'est très important dans cette âge numérique, comment dire, d'avoir, par exemple, dans la famille, c'est bien d'avoir, pas des règles, mais... Quand on est à table. Quand on est à table, voilà, on est là pour manger, pour concentrer sur la nourriture et pour... Comme avant avec la télévision. Parler entre nous et aussi... on a aussi un exercice avec les profs. On les demande quelles sont leurs stratégies de déconnecter. Et on a appris beaucoup de stratégies très intéressantes. Par exemple, une prof disait que dans sa famille, ils ont décidé de mettre le smartphone dans une corbeille, quand il arrive à la maison. Et il l'utilise, je ne sais pas s'il sonne, c'est pas pour entrer en ligne. Et d'autres idées très, très intéressantes que je ne me souviens plus maintenant. Mais on fait ça avec les profs parce que c'est important pour eux de faire ça avec les élèves. Et ils n'ont pas besoin d'une discipline dédiée à l'éducation aux médias pour faire ça. Il peut enseigner quelconque discipline et avoir parfois une discussion sur cette idée de déconnecter. Et aussi... ça doit être, pardon, excusez-moi, je vous coupe, toujours plus compliqué. Enfin, moi, je le vois comment c'est bien connu aujourd'hui que le temps d'attention, il diminue et que la déconnexion, c'est-à-dire être dans un moment d'ennui où voilà, on est simplement avec nous-mêmes et puis on laisse les idées qui passent, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il n'y a plus cette dopamine précisément. C'est pas seulement la dopamine, c'est parce qu'on a dans nos cerveaux, on a des différents réseaux d'attention. On n'est pas, et il y a beaucoup de mythes sur notre attention. Un de ces mythes, c'est qu'on est tout le temps attentif, et ça, c'est pas vrai. Et on a l'attention qui est très rapide, et une attention qu'on utilise profond quand on lit un livre. Et l'idée, c'est d'exercer l'attention profonde, non? Et c'est pour ça que j'ai développé... Vous préconisez la lecture? Oui. La lecture d'un livre? Vous préconisez la lecture d'un livre? C'est devenu plus compliqué. Pour moi aussi. Pour moi aussi, c'est difficile de lire un livre quand je m'en vais au lit.
c'est normal parce que mon attention pendant la journée, c'est toujours dans des milieux, milliers des endroits. Choses, ouais. Et j'essaye de me discipliner un peu, et spécialement dans le milieu numérique. Ouais, vous pouvez le faire, c'est compliqué. Compliqué. Imaginons pour les autres. Non, mais c'est pour ça que j'ai... depuis 2 ans, j'ai développé cette module sur le bien-être et comment utiliser notre dispositif numérique. Et on enseigne sur l'attention, sur les pièges d'attention, sur les mythes de l'attention. On enseigne la métaconscientisare. La prise de conscience méta. Oui, on analyse exactement qu'est-ce qu'on fait. Et on essaye de nous discipliner un peu pour le bien-être. Et déconnecter, c'est l'une des formes. Et aussi, en anglais, c'est mindfulness, je ne sais pas en français. Mais je pense qu'en français, malheureusement, on utilise pas mal mindfulness. Ça, c'est l'idée d'être dans le présent. L'instant présent, oui. Et parfois, c'est difficile parce que nos cerveaux est toujours dans un bruit permanent. Ouais. Vous voyez, quand je vous écoute, je me rappelle de notre discussion et ce qui est, je pense, très positif, c'est que vous nous parlez davantage de ça, de ces moments de déconnexion qui sont toujours plus importants. Je pense qu'on en avait parlé il y a 2 ans, mais je vois dans votre discours et certainement dans les formations que vous proposez qu'il y a un véritable besoin de discernement et qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Hein. Oui, parce que, toujours plus. Par exemple, la déconnectation doit venir naturellement. Et ce naturel peut être obtenu avec l'éducation, non? Avec l'introspection et la compréhension des implications pour nous. C'est toujours quand je dis ça, je vois des visages qui sont très tristes, mais c'est ça la réalité. On ne peut pas faire, je ne sais pas, je sais pas comment... baguette magique. Avec un baguette magique, voilà, merci. Et que tout aille mieux. Et puis l'interdiction, c'est pas selon vous pas la. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est très intéressant d'apprendre ça et tous les gens que j'ai enseignés. Et il y avait des parents, des bibliothécaires, des profs, des jeunes, des enfants. Ils ont tous répondu très, très bien à ce sort d'éducation parce que... Ils se rendent compte que c'est... Oui, cette forme d'éducation est très, très relevante pour leur vie personnelle, mentale. Et puis ils doivent se rendre compte également des bienfaits de pouvoir précisément augmenter cette attention profonde dont vous parlez pour ce qu'on disait au début, le bien-être, parce que c'est ça des fois on a tendance un peu à l'oublier. Qu'est-ce qu'on a envie, chacun de nous, c'est d'être mieux quand même, et pas nécessairement d'être attentif à n'importe quel poste. On a reçu le smartphone il y a, je ne sais pas, 10 ans. Peut-être, ou 15. Oui, c'était au début des années 90. Voilà. Oui, milieu des années 90, c'est ça. Et l'idée, c'est qu'on a eu une période dans laquelle on a pu comprendre... Pardon, excusez-moi, le smartphone, en fait, le téléphone portable, c'était milieu des années 90 et le smartphone, c'était un peu plus tard. Oui, 2010. 2000, oui, voilà, pardon. Donc, c'est juste 15 ans. Mais je pense que c'est assez pour comprendre... quels sont les problèmes de cet usage sans introspection, sans discipline? Puis c'est vrai, 15 ans, en fait, c'est pas beaucoup. On n'a pas un guide, on n'a pas eu un guide d'utilisation. Et maintenant, on a besoin de cette éducation. Très bien, Nicoletta Fotiade. Je suis ravi que nous ayons fait ce point sur l'éducation média. On refera le point avec vous parce que c'est
éminemment important de parler de l'éducation aux médias et surtout la façon dont vous le faites. Merci beaucoup, Nicoletta Fotiade. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite un bon week-end en connexion et en déconnexion. Je vous remercie. Week-end Placoute. Au revoir.